Nous nous intéressons plus particulièrement à l'histoire du génocide rwandais de 1994. Je sais qu'il a été très médiatisé, mais aujourd'hui je vous propose une nouvelle façon d'aborder ce génocide. Parce que pour comprendre le génocide rwandais, on a deux méthodes généralement. La plus utilisée reste la méthode historique, où on va parler de comment est-ce que les peuples sont arrivés, etc. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde les enjeux géostratégiques de la région. Je sais que ça va être une approche qui va être très difficile, surtout pour certains parmi vous, à cause de mes mots. Et donc, j'ai un disclaimer à faire avant le début de la vidéo. J'espère que mes mots, même s'ils sont un peu crus à cause de la réelle politique, ne vont pas vous heurter. Je ne suis pas contre un camp ou pour un camp ou un négationnisme comme on dit, mais il va falloir traiter le sujet en profondeur en parlant des véritables enjeux stratégiques de la région. En plus, j'estime que sur YouTube, vous avez suffisamment de YouTubeurs, de créateurs vraiment talentueux qui ont déjà travaillé sur le côté historique du génocide rwandais et je n'aurai pas grand-chose à apporter de ce côté-là. Par contre, sur le chemin géostratégique, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, encore une fois, exactement comme la vidéo sur le Burundi, je vous invite à rester très courtois dans les commentaires parce que c'est un sujet qui est très sensible. Surtout que c'est dans les années 90, 94, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de monde, beaucoup de leur famille, beaucoup de proches dans ce génocide-là. Et la mémoire est encore fraîche. Les plaies ne sont pas complètement cicatrisées. Donc je vais vous demander dans les commentaires, s'il vous plaît, pas d'insultes, du respect. Et puis on est là pour apprendre à mieux se connaître pour pouvoir travailler ensemble. Il y a plusieurs raisons à la grande médiatisation du génocide rwandais. Il y a des raisons honnêtes, mais il y a aussi des raisons fallacieuses. Et parmi ces raisons fallacieuses-là, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup veulent faire passer le génocide rwandais pour une pseudo-guerre ethnique dans laquelle les uns détestent farouchement les autres et c'est ce qui aurait créé le génocide. Sans parler même du contexte, sans parler des dimensions économiques, parce que quoi qu'on vous dise, les guerres en Afrique sont toujours alimentées par des intérêts économiques et de la réelle politique qui dépassent les peuples. Et malheureusement, les peuples se retrouvent au milieu d'intérêts qui font que finalement le drame arrive. Et d'ailleurs, dans cette quête de vérité-là, il y a beaucoup de gens qui sont attaqués. Aujourd'hui, pendant que je tourne cette vidéo, le verdict du procès de Charles Onana est tombé et Charles Onana est accusé de négationnisme. Bon, on peut reprocher beaucoup de choses à Charles Onana. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses, on peut ne pas aimer le personnage. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec lui sur le fait qu'il protège un petit peu la France sur certains conflits. Mais Charles Onana a fait un véritable travail de vérité sur le sujet, par exemple, rwandais. Et aujourd'hui, la France a fait sortir un procès vraiment bizarre dans lequel il est accusé de négationnisme alors qu'il n'a jamais nié qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Tout simplement parce que la France veut se rapprocher du Rwanda. Et dans cette tentative de rapprochement du Rwanda, sachant que M. Paul Kagame et Charles Onana ne s'entendent pas très bien, ils ont offert finalement ce verdict-là. Vous comprenez, je ne vais pas aller en profondeur, mais ce qui est sûr, c'est que ce verdict-là, moi je vous encourage, même si vous n'aimez pas trop Charles Onana, à le soutenir. Parce qu'il nous faut plus d'Africains qui n'ont pas peur de dire les choses telles qu'elles sont arrivées. En 1994, au Rwanda, c'est environ 10 000 morts par jour, 800 à 1 million de morts entre le début et la fin du génocide. C'est ce qu'ont vécu nos frères et sœurs rwandais à cause des malversations politiques. Il s'agit non seulement d'un énorme malheur au Rwanda, mais aussi pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique qui a eu honte parce qu'aucun État n'a réussi à lever la main pour bloquer et arrêter ce génocide. Mais il faut d'abord qu'on mette un peu de contexte sur tout ça. Comme vous le savez si vous avez regardé mes dernières vidéos, il y a 3 grandes clés pour forcer l'accès aux ressources naturelles énormes du Congo. On a l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Avant la colonisation, comme vous le savez certainement, tous ces peuples-là arrivaient à vivre dans une certaine harmonie, dans une hiérarchie, dans une région structurée où on avait les rois, les chefs de clans, les clans et les familles. En 1885, les Allemands débarquent au Rwanda. Après avoir partagé l'Afrique comme un gâteau, on en a déjà parlé. Contrairement au Burundi, où ils vont tomber sur un Mwami vraiment fort qui ne veut pas laisser la place aux Allemands, au Rwanda, ils vont tomber sur un Mwami assez collaboratif. C'est un roi qui n'a pas de problème à discuter avec les Allemands. Et donc, ils vont profiter de ça pour détruire partiellement la structure
du Rwanda. Pendant la guerre mondiale, les Allemands sont chassés par la Belgique qui va récupérer finalement ces territoires-là. Bon, c'est pas que la Belgique qui va chasser les Allemands, mais c'est la Belgique qui récupère cette zone en tout cas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Belgique se tape quand même un butin super intéressant parce que le Rwanda et le Burundi sont des véritables joyaux agricoles et pastoraux, tandis que le Congo juste à côté est une catastrophe par rapport à la quantité de ses richesses naturelles. Son sous-sol est riche, son sol est riche, tout est riche, on a la population. Donc, la Belgique se crée une véritable région dans laquelle on peut maximiser les profits, mais d'une manière incommensurable. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur le Burundi, les Belges vont partir d'un constat simple. Lorsqu'on regarde le Burundi et le Rwanda, on a des Hutus, des Tutsis et des Twa. Les Hutus sont majoritaires en nombre. On ne peut donc pas leur laisser beaucoup de pouvoir politique. Parce que dans ces deux pays-là, les Hutus comme les Tutsis comme les Twa, il n'y avait pas d'histoire d'ethnie. On était vraiment sur une question de famille. Si ta famille était puissante, tu avais le droit de parler. Et en fonction de ça, tu pouvais être Hutu ou Tutsi, tu étais écouté. Par contre, les Belges partent du principe que si les Hutus, qui sont les plus nombreux, ont trop de pouvoir politique, lorsque ça va devenir compliqué, ils vont avoir du mal. Et ils vont donc commencer à stigmatiser les Hutus pour éviter qu'ils aient à la fois la force du nombre et en même temps la force politique. Ils vont progressivement apprendre aux enfants que les Hutus sont des êtres inférieurs, que les Tutsis sont supérieurs, que les Blancs sont encore plus supérieurs et que voilà, c'est normal que les Blancs décident et que finalement les Tutsis appliquent et que les Hutus soient bons finalement qu'à rester dans les champs ou bien avec les animaux. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Comme je le dis, ils vont prendre les Hutus, ils vont les mettre dans les champs, ils vont les mettre dans les parcs animaliers et ils vont prendre les jeunes Tutsis qu'ils vont éduquer beaucoup plus que, bon, il y a certains Hutus aussi qui vont passer par les mailles du filet, mais on a beaucoup plus de Tutsis qui sont formés pour en faire une élite politique, tandis que les Hutus, eux, sont marginalisés. Donc derrière, on se rend compte que les Hutus vont commencer à nourrir un certain ressentiment vis-à-vis de leurs frères Tutsis finalement, qui aident le blanc à les opprimer. Alors que derrière, les Tutsis aussi se font opprimer. Ils n'ont pas le choix que de travailler pour l'homme blanc. Le pire dans cette histoire, c'est que finalement, le Mwami est lui-même un collaborateur. Le Mwami Mutara III, je précise, parce que son père n'était pas forcément comme lui. Il a collaboré, certes, mais Mutara III est vraiment un collaborateur. Il soutient les Belges. Et derrière, ça ne va pas aider pour les relations fraternelles entre les Hutus et les Tutsis. En 1931, les Belges, pris d'un sadisme incroyable, vont mettre en place la carte d'identité avec la mention ethnique. Et moi, je prends du recul par rapport à ça, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ce n'est absolument pas différent de ce que le tordu allemand a fait pendant ce qui a créé la Seconde Guerre mondiale. Si vous suivez bien mon regard, vous avez compris. C'est exactement la même chose. Sauf que de l'autre côté, c'est arrivé sur des populations blanches en Europe. Et là, quand ça se passait en Afrique, c'était normal. Peut-être même que ici, c'est bien de préciser que le Big H, comme on peut l'appeler, c'est finalement inspiré d'auteurs européens tels qu'un certain Gobineau en France. Mais bref, en 1950, il y a une élite Tutsi qui est finalement née et qui émerge dans la classe sociale rwandaise. Et cette élite Tutsi-là commence à se poser des questions sur le concept même d'être au service des Belges. Et c'est là que le vent d'indépendance commence à souffler. Les Rwandais vont commencer donc à réfléchir à une potentielle indépendance vis-à-vis des Belges. Le truc, c'est que la classe politique, l'élite politique qui est en place en ce moment-là, ce sont majoritairement des Tutsis. Donc c'est comme si ce sont des Tutsis finalement qui demandent l'indépendance aux Belges. Et pour les Belges, c'est un affront de taille. Les Belges considèrent même que c'est un couteau planté dans le dos. Comment est-ce que cette élite qu'ils ont chouchouté par rapport aux autres peut aujourd'hui demander son indépendance sans avoir froid aux yeux? En même temps, comme je l'ai dit, ce sont des Rwandais qui veulent l'indépendance. Donc, on a une petite élite Hutu, vraiment ceux qui sont passés dans les mailles du filet, qui commencent aussi à revendiquer. Sauf que les Hutus, eux ne revendiquent pas forcément l'indépendance immédiate. Les Hutus, en ce moment-là, veulent d'abord l'égalité sociale. Parce qu'il faut comprendre le processus de pensée des uns et des autres. Les Tutsis ont déjà des facilités sociales. Les Hutus n'en ont pas du tout. Donc, ce que les Hutus vont prôner au début, c'est d'abord une égalité sociale entre le blanc, le belge, du moins, il faut préciser aussi, entre le belge, le Tutsi et le Hutu. Bon, les Twa, malheureusement, ils sont très, très délaissés. Mais en gros, vous avez compris. Le Hutu veut d'abord grimper l'échelle sociale pour devenir
un être à part entière. Les Tutsis qui ont déjà des avantages sociaux, eux veulent l'indépendance. Donc pour les Belges, la réflexion est simple. En supportant les Hutus et en brimant les Tutsis qu'ils ont supportés pendant longtemps, on va avoir une classe politique qui va collaborer un peu plus avec les Belges. Et donc ce que les Belges vont faire, c'est simplement de retourner leur veste à une vitesse incroyable. Ils vont décider de soutenir la classe politique Hutu. Parce que ça les arrange, comme je dis. Ils veulent progressivement aller vers une indépendance dans laquelle ils vont avoir leur mot à dire. S'ils soutiennent les Hutus pour avoir accès à leurs revendications, donc pour réussir dans leur révolte, eh bien, ça serait tout bénef. Donc derrière, ils retournent leur veste, ils sacrifient les Tutsis qu'ils avaient pourtant élevés, qu'ils avaient dit que c'était les plus beaux, les plus bien, les plus intelligents. Maintenant, ils changent complètement de scénario. Dans les années 58, je vous rappelle encore une fois, je l'ai dit au début, pour accéder aux ressources naturelles du Congo, il y a 3 principales clés. Et le Rwanda fait partie de ces clés-là. Et donc, en 58, lorsque le Congo émerge et commence à dire on veut notre indépendance, lorsque Lumumba change d'état d'esprit et devient l'indépendantiste révolutionnaire qu'on connaît, eh bien les Belges, pour eux, c'est une catastrophe. Et ils commencent à écrire une stratégie qui pour le moins est très intéressante, dans le sens où ils veulent empêcher le Congo de prendre son indépendance. Mais dans le cas où le Congo accéderait à l'indépendance, il faut absolument qu'il possède une des 3 clés dont je vous parlais. Le problème, c'est que l'Ouganda est une clé qui est déjà en possession britannique. Et ils ne font pas le poids face aux Britanniques en ce moment-là. Et donc, ils savent qu'en partant de leurs 2 points focaux, donc le Burundi et le Rwanda, ils peuvent annexer le Congo ou du moins gratter des parts du Congo assez facilement. Donc, utiliser le Rwanda et le Burundi comme base arrière pour pouvoir gratter les ressources congolaises. De plus, ils veulent rajouter au Rwanda et au Burundi une portion du Congo. Et c'est donc comme ça qu'ils vont financer les sécessions dans certaines provinces congolaises. Dans les mêmes années 57-58, le Rwanda veut son indépendance. Et le Congo aussi commence à accélérer. Donc les Belges se disent, on va tuer le poussin dans l'œuf très vite au Rwanda. Ce qu'on va faire, c'est que ceux qui demandent l'indépendance, les Tutsis, majoritairement, je rappelle, c'est pas comme s'il n'y a pas de Hutu, mais c'est majoritairement une classe Tutsi qui demande l'indépendance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déstabiliser eux, soutenir l'opposition, qui est donc majoritairement Hutu, vu qu'ils militent pour d'autres réalités, et à partir de là, on aura un président complaisant avec nous, la Belgique, pour pouvoir déstabiliser le Congo derrière, ou même si ce n'est pas une déstabilisation dans le sens pur et dur, ça va vraiment être gratter les ressources congolaises à la frontière avec le Kivu, qui est une zone extrêmement riche et aujourd'hui, le temps nous l'a montré, est une zone hautement problématique. Dans un premier temps, ils vont commencer à envoyer des tractations calomnieuses sur les Tutsis en général. Et c'est ça le pire truc. Ils vont vraiment ethniciser les luttes de sorte à prouver que les Tutsis sont aussi des colonisateurs, ce sont des gens malveillants qui ont toujours eu un certain dédain pour les Hutus. Et derrière, ça marche parce que le problème, c'est que les Hutus, ils se disent, c'est vrai, dès que le blanc est arrivé, et ils se sont mis avec les blancs pour nous opprimer, sans comprendre qu'il y avait d'autres réalités également. Et ils vont pas s'arrêter là, parce que en collaboration avec l'église, et mon but n'est pas de dire que les églises ou bien d'attaquer une communauté quelconque, mais au Rwanda, c'est l'église qui participe. Donc c'est pour ça qu'il faut le dire aussi. En complicité avec l'église, la Belgique va commencer à soutenir les Hutus d'une façon pas très intéressante. Parce qu'ils vont non seulement calomnier les Tutsis, mais ils vont aussi faire comprendre aux Hutus que oui, on ne sait pas pourquoi les Tutsis se comportent comme ça avec vous. Et donc, nous, on va vous aider à avoir les avantages sociaux que vous demandez. Ils vont financer avec des gros montants l'élite Hutu, autant l'Église que la Belgique directement. Ils vont lancer des camps de formation pour les Hutus. Bref, ils vont vraiment s'amouracher finalement de l'élite Hutu qui va se sentir aidée, qui va avoir l'impression qu'on est derrière eux. Et ils en ont vraiment besoin parce que les conditions sociales des Hutus en ce moment-là, ça ne va pas. Donc, c'est comme signer un pacte avec le diable en attendant d'avoir ce qu'on veut. Et puis après, on se dit, bon, on pourra gérer rapidement. Sauf que ce n'est pas toujours le cas malheureusement. En 1957, l'élite Hutu sort un document qui va s'appeler le Manifeste Bahutu. Et ce manifeste-là, en théorie, est un bon manifeste puisqu'il prône finalement l'égalité sociale, dont je parle depuis tout à l'heure d'ailleurs, et va être très, très appuyé par l'Église. Le problème, c'est que
dans les deux camps, Tutsi comme Hutu, on retrouve des minorités extrémistes. On a des Hutus qui veulent vraiment que les Tutsis sortent et on a des Tutsis qui veulent vraiment que les Hutus aussi sortent. Dans le sens où il y a des extrémistes dans les deux camps qui ne veulent pas partager le pouvoir ni une vision d'un pays dans lequel ils vivent ensemble. En juillet 1959, la Belgique perd un très grand allié finalement parce que Mutara III va décéder. L'élite Tutsi va rapidement faire introniser un nouveau Mwami, le Mwami Kigeli V, si je prononce bien. Sauf qu'ils ne prennent pas l'avis des Belges en compte. Ils se considèrent déjà presque comme indépendants vu qu'ils sont sur le chemin de l'indépendance. Et pour les Belges, c'est un nouvel affront qui ne va pas passer. Curieusement, après ce moment-là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'exactions. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'extrémistes Hutus qui sont armés et qui savent où aller, où faire quoi et qui ne sont pas punis. Bien sûr, les Belges n'étaient absolument pas obligés d'intervenir, vu qu'on est dans un pays où on commence à parler d'indépendance. Ils n'ont pas à intervenir. Sauf que ils ont déjà intervenu en mettant de la dissension partout. Ils auraient pu arrêter ces exactions-là, sauf qu'ils n'en font rien. Les quelques exactions vont finir par devenir des massacres en série. Et finalement, lors de la révolution, les extrémistes Hutus, bien sûr, il y a des Hutus aussi qui sont assassinés. Ça, il faut le dire. Il y a des Tutsis extrémistes qui vont tuer des Hutus. Mais pendant la révolution, ce sont des Tutsis qui sont massivement assassinés. On se retrouve finalement avec environ 11 000 morts et plus de 300 000 exilés Tutsis dans d'autres pays, dans les pays voisins, notamment en Ouganda, au Congo et aussi au Burundi. Et ça, c'est important pour la suite parce que parmi ces exilés, on a la famille de l'actuel président Paul Kagame. Le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. Et c'est un scandale en Belgique. Et donc les Belges se disent, il va falloir accélérer le plan parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et donc, ils vont financer des groupes rebelles à la frontière entre le Rwanda et le Congo, mais aussi à la frontière finalement entre le Burundi et le Congo. Sauf qu'au Burundi, ils vont financer un certain groupe, ils vont surtout financer des Tutsis, mais au Rwanda, vu que les Hutus ont repris le pouvoir suite à la révolution, ils vont financer surtout les Hutus. C'est ce qui montre en fait que la réelle politique, il n'y a pas d'histoire d'amitié, il n'y a pas d'histoire de... C'est que des intérêts. En 1962, au Rwanda, c'est Grégoire Kayibanda qui devient le premier président d'un Rwanda indépendant. Bien sûr, il est soutenu par les Belges. Et ce n'est que mon avis, mais Kayibanda n'est pas un bon président, n'a pas été un bon président. Il va glisser dans la propagande, il va glisser dans tout ce qui est très louche parce qu'il va passer son temps à faire des discours anti-Tutsi. Finalement, les Tutsis qui ont été martyrisés, qui ont fui, 300 000 exilés, 11 000 morts, ceux qui sont restés dans le pays et qui ont cru peut-être à la vision indépendantiste, qui sont restés dans le pays, se font encore martyriser à cause des discours politiques de Kayibanda soutenus par la Belgique. La Belgique qui voit ça, la communauté internationale qui voit, et personne ne dit rien. Donc tous les présidents qui glissent dans la propagande, ça finit généralement mal. Et pour prendre des exemples concret, c'est comme par exemple en Occident lorsqu'on dit oui, c'est la faute des immigrés si l'essence augmente. C'est la faute des immigrés si on n'a plus ceci. C'est la faute des immigrés si cela. Ou bien même en Afrique, en Tunisie, lorsque le président ne s'en sortait plus tout de suite là, il a commencé à dire que c'est la faute des Noirs. Et il y a eu des lynchages, il y a eu des... C'est la même chose que Kayibanda faisait. Dès qu'il ne s'en sortait pas économiquement, dès que le pays, ça n'allait pas bien, il disait que c'est la faute des Tutsis. Et là, les Tutsis qui sont dans le pays se font lyncher. Donc, vous comprenez que ça commence à nourrir des haines entre les différentes tribus. Et les Tutsis qui s'étaient exilés, ils ne sont pas morts. Ils ont vécu d'abord les massacres, ils ont réussi à s'échapper. Ils sont exilés et ils voient que leurs familles restées au Rwanda se font encore opprimer. Donc, parmi eux aussi, il y a un certain esprit de révolte qui commence à grandir. Et les enfants de ces exilés-là vont être éduqués dans cet esprit de révolte, dans cet esprit de « attention, ce pays-là nous appartient, il faut qu'on aille le regagner. Attention, on nous a pris notre pouvoir. Attention, faites attention aux Hutus, faites attention à ceci, cela. » Et donc, on commence à nourrir
un véritable problème, une bombe à retardement. Le pire, c'est que non seulement il détruit l'économie du pays parce que voilà, il ne maîtrise pas ou je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça ne va pas bien dans le pays. Mais le pire, c'est qu'on se rend compte que lui et son gouvernement, ça va, ça construit des petites maisons, ça mange bien, ça fait des grosses fêtes. Bon, il s'enrichit, le pays, ça ne va pas, et dès qu'il y a un problème, c'est la faute de Tutsi. Voyez en ça une mise en garde, même pour les régimes actuels en Afrique. Un régime qui glisse trop dans la propagande, qui passe trop son temps à dire c'est la faute de ceci, cela, même de la faute de l'Occident, etc. Il ne faut pas toujours dédouaner les Africains. Les Africains ont une part de responsabilité dans la réelle politique de leur État. C'est à toi, président, de gérer ton pays. Tu as dit tu peux, non? Mais histoire de remettre un peu tout au clair, Grégoire Kayibanda va surtout faciliter la vie aux Hutus de la capitale, mais surtout à son cercle rapproché. Donc, il va se faire des ennemis chez les Hutus dans les régions périphériques. Parce que les Hutus des régions périphériques se sont aussi battus pour l'égalité sociale, mais finalement se retrouvent dans un état où ils sont opprimés par les Hutus même qu'ils ont supportés pour mettre au pouvoir. Et en plus, les Tutsis, eux, sont opprimés encore après ce qui s'était passé pendant la Révolution. Donc, il se fait des ennemis dans tous les camps. Sauf le sien, bien sûr, qui l'arrose efficacement. Mais il se fait des ennemis chez les Hutus qui ne sont pas dans la capitale. Et il se fait aussi des ennemis chez les Tutsis. Il faut dire aussi que dans d'autres pays, les révoltes des exilés commencent à prendre d'autres tournures. Ce ne sont plus juste des révoltes avec des mots. Par exemple, au Burundi, on a des groupes rebelles, Tutsis, exilés au Burundi, des exilés au Burundi qui prennent les armes et qui massacrent des Hutus burundais. Parce que là-bas, l'État Tutsi faisait beaucoup de mal aux Hutus, il faut le dire aussi comme ça, ce sont les faits. Il faisait beaucoup de mal aux Hutus et les rebelles Tutsis au Burundi ont massacré des Hutus. Sauf qu'à chaque fois que ces rebelles Tutsis-là touchaient à des Hutus au Burundi, eh bien, au Rwanda, les Tutsis qui n'avaient rien fait étaient aussi massacrés. Donc, on avait vraiment un contexte problématique. En 1972, c'est le drame absolu parce qu'au Burundi, il y a un génocide. Génocide qui est dirigé vers les Hutus parce que les Hutus vont être systématiquement massacrés. Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement qu'un génocide parce que j'ai vu dans la vidéo sur le Burundi des gens écrire en commentaire qu'il ne s'agissait pas d'un génocide, il s'agissait d'un élitocide, etc. Bon, quand il y a des enfants qui sont assassinés, quand il y a des gens qui ne sont pas dans la politique qui sont tués, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ce genre de commentaires, même dans cette vidéo, je vais les supprimer. Je vous dis ça tout de suite. Donc, on a un génocide qui arrive au Burundi. On assassine, on massacre les Hutus. Donc, en 1972, quand ça arrive, au Rwanda, malheureusement, les innocents Tutsis qui sont assis chez eux se font aussi allumer. Et derrière, on commence à sentir qu'au Rwanda, ça ne va pas bien parce que la population, autant Hutu que Tutsi, se dit « Bon, ça suffit un peu à un moment, l'économie, ça ne va pas, la sécurité, ça ne va pas, il n'y a rien qui va, pourtant le président, lui, ça va chez lui. » Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'en 1973, il y a un coup d'État. Le ministre de la Défense de l'époque, le général Juvenal Habyarimana, prend ses responsabilités et évince du pouvoir son allié Kayibanda. Et donc, la population applaudit ce coup d'État. Ça arrive souvent en Afrique lorsque les populations vivent dans des situations vraiment terribles. Lorsque quelqu'un arrive avec une certaine vision, avec un certain charisme, il est respecté, eh bien, la population va le suivre parce que c'est l'espoir qui fait vivre finalement. Sauf que Habyarimana va aussi montrer quelques lacunes, disons ça comme ça pour l'instant. Habyarimana, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et il connaît bien le président burundais de l'époque. Il sait donc qu'en continuant de se battre contre le président burundais, parce que le Rwanda et le Burundi, chacun instrumentalisait des groupes rebelles pour attaquer l'autre, parce qu'au Burundi, on voulait avoir un pouvoir Tutsi favorable au Rwanda, et finalement au Rwanda aussi, on voulait un pouvoir Hutu favorable au Burundi. Donc, Habyarimana et le président burundais de l'époque, ils se connaissent. Ils savent quelle est la force de frappe de chacun. Et Habyarimana veut vraiment rétablir des relations diplomatiques avec le Burundi. C'est donc dans ce sens qu'il va commencer à calmer un peu le jeu avec les Tutsis de l'intérieur du Rwanda. Il va, en tout cas, théoriquement, il dit qu'il va se battre pour rétablir la paix entre les Hutus et les Tutsis. Bon. Encore une fois, les toits sont assez délaissés, mais considérons qu'il veut rétablir la paix, la réconciliation entre tous les peuples
du Rwanda. Il va donc dans un premier temps essayer de mettre des liens avec le Burundi pour consolider le rapport là-bas, mais il va aussi se rapprocher de Mobutu du Zaïre, qui est proche de la France. Et donc, il va commencer aussi à avoir des liens assez étroits avec la France. C'est comme ça que la France commence à rentrer vraiment dans le jeu d'échecs qui va se dérouler dans la région des Grands Lacs et qui se déroule encore aujourd'hui. Mais pendant que Habyarimana consolide des relations un peu partout à l'international, à l'intérieur du pays, son gouvernement ne fait pas tout à fait ce qui avait été promis. Parce que le gouvernement va faire un peu comme le gouvernement de Grégoire finalement. Ils vont glisser dans une certaine opulence pendant que dans le pays, ça n'allait pas plus que ça. Ils vont s'enrichir entre eux, ils vont pas forcément moins opprimer les Tutsis. Et donc, ça va recréer encore le même cycle que pendant Grégoire. On a des Tutsis qui se révoltent, mais comme ils sont Tutsis, ils ont des problèmes. On a des Hutus qui sont pas calculés. On en a d'autres qui sont plus calculés. Bref, ça va recréer le même cycle. Mais tout va basculer en 1989 avec la fin de la guerre froide. Parce que c'est là que les alliés d'hier vont devenir des ennemis. En fait, pendant la guerre froide, les États-Unis, ou du moins le bloc anglo-saxon, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ils ont une posture de « il faut être allié avec les francophones ». Donc, ils sont plus ou moins proches des Français, des Belges et de tout le kit. Comprenez ce que je veux dire. Et donc, ils se disent que chacun garde ses possessions en Afrique, que chacun s'organise comme il veut, et là, on n'a pas de problème entre nous. Parce que notre ennemi, c'est l'URSS, c'est le communisme. Sauf que là, le communisme a montré ses limites, malheureusement. L'URSS s'effondre. Quand je dis malheureusement, c'est juste par rapport à la dynamique interne des alliés. Et donc, comme l'URSS est tombé, le communisme a montré ses faiblesses. On a une Chine qui n'était pas tout à fait opérationnelle en réalité. Les alliés vont commencer à s'entre-déchirer. Parce que le bloc anglo-saxon, les États-Unis et la couronne britannique, ils vont commencer à se dire, va falloir dégager les Français et les Belges de ces endroits hyper riches où on peut avoir beaucoup de revenus. Parce que comme je l'ai dit, tout est nourri par l'argent et l'économie. Les Américains étaient proches de Mobutu. C'était l'homme des Américains, mais c'était l'homme politique des Américains, pas assez l'homme économique. Parce qu'il ne donnait pas assez aux Américains. Parce que sans Mobutu, les Américains avaient la capacité de doubler, tripler, voire quadrupler les revenus qu'ils pourraient avoir avec les régions riches du Congo. Et la France aussi était au Congo, au Zaïre du moins. Et pour les Américains, c'est le temps de les sortir. Les Britanniques vont s'allier avec les Américains. Et donc, en partant de l'Ouganda, la stratégie est simple. En partant de l'Ouganda, qui est un point stratégique, ils vont vouloir récupérer à la fois le Soudan, mais aussi les régions d'en bas, donc le Congo, le Zaïre et le Rwanda. Et c'est là que les choses vont vraiment partir en cacahuète, parce que les Français aussi ne veulent pas, ils savent, les Français en ce moment-là, ils savent que géopolitiquement parlant, ils ne sont pas si proches des Américains. Chacun a des intérêts clairs. Et là, les intérêts des USA ne collent pas du tout avec les intérêts français. Maintenant, le Zaïre est la gâchette de l'Afrique, comme le disait Frantz Fanon. Et ça, les Américains en sont conscients. L'uranium utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale vient du Congo. Les Américains savent qu'en partant du Congo, ils pourront récupérer certaines zones jusqu'au Sahel. C'est une zone dans laquelle, à partir de ce point-là, on peut gérer à la fois le nord et le sud de l'Afrique, sans compter bien sûr l'Est et l'Ouest. Donc pour les Américains, il est inadmissible que ce soit les Français qui gèrent cette région. Pour les Français, il n'est pas question de céder le moindre mètre carré aux Américains en Afrique. Et les Américains, il faut bien leur reconnaître une chose quand même pertinente. Les Américains vont objectif par objectif. Ils sont quasiment pas pressés. Dans le sens où, pour récupérer le Zaïre, il y a d'abord le fait d'avoir sous la main l'Ouganda. L'Ouganda qu'ils ont plus ou moins sous la main, disons ça comme ça. L'Ouganda, à partir de là, on peut récupérer le Rwanda. Donc, avec 2 clés, on peut rentrer au Congo, au Zaïre. Donc, à partir de ces 2 clés, ils vont rentrer au Zaïre. Lorsqu'ils auront le Zaïre, il va falloir rentrer maintenant ailleurs. Mais gardez ça en tête lorsqu'on va parler du Tchad, de la Libye. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Pour l'instant, gardez juste en tête que le premier objectif, c'est de récupérer le Rwanda. Et lorsqu'on veut récupérer un État, il y a toujours des phases. Généralement, il y en a 3 principales d'ailleurs. La première phase, c'est d'abord l'affaiblissement économique, chose dans laquelle ils sont passés maîtres, ça, il n'y a plus rien à dire. Et bizarrement, à la fin des années 80, on a l'économie rwandaise qui commence à baisser. Première phase, c'est bon.
Donc la population commence déjà à se dire que, écoutez, le gouvernement là, ça ne marche pas. Donc on commence à créer quelque chose dans la population. La deuxième phase, ça va être un soutien aux groupes rebelles, en disant que leurs revendications ne sont pas si folles que ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le fait qu'il y a des puissances occidentales qui vont soutenir la division du Mali en deux avec l'Azawad, tout ça. Bref, ça c'est la phase 2. La phase numéro 3, c'est vraiment de financer et d'armer et de former ces groupes rebelles-là pour foncer dans le tas. Dans le cas du Rwanda, le groupe rebelle qui sera choisi par les forces, par le bloc anglo-saxon, c'est vraiment le FPR. Et je dis ça, ce n'est pas méchant parce que chacun a des intérêts et chacun trouve les alliés selon ses intérêts. Par exemple, l'armée régulière de Habyarimana va avoir comme soutien Mobutu qui n'est pas un ange, et va avoir comme soutien la France aussi. Et derrière, le FPR, qui est le groupe rebelle opposé à Habyarimana qui veut récupérer le pouvoir, il faut dire les choses comme elles sont, le FPR voulait récupérer le pouvoir, FPR sera soutenu par le bloc anglo-saxon, donc la couronne britannique, les États-Unis. Et dans le FPR, on retrouve le major Paul Kagame, actuel président du Rwanda. Quoi qu'on dise, quoi que je puisse dire ici aujourd'hui, il faut comprendre que Paul Kagame est un homme très intelligent. Comme Museveni, je le disais dans la vidéo de l'Ouganda, voilà deux hommes qui comprennent réellement la géostratégie, qui savent exactement comment jouer avec les intérêts occidentaux et orientaux. Sur le continent, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de stratèges qui peuvent rivaliser, peut-être quelques personnes vraiment instruites, mais il y a peu de personnes qui peuvent rivaliser avec la connaissance géopolitique et géostratégique de Museveni et de Paul Kagame. Mais pour parler plus en profondeur de Paul Kagame est né le 23 octobre 1957. Donc lorsqu'il y a la révolution et que, comme je disais, sa famille est obligée de quitter, Paul Kagame est petit et vit cet exil. Il vit tout ça dans sa chair. Et quand ils arrivent en Ouganda, parce que lui, sa famille s'exile en Ouganda, quand ils arrivent en Ouganda, malheureusement, le régime de Milton Obote est un régime qui va beaucoup opprimer les Tutsis en Ouganda. Et c'est vraiment terrible à dire, mais quitter son propre pays parce qu'on a été opprimé dans son propre pays pour aller dans un pays dit frère et se faire opprimer là-bas, ça fait quelque chose. Et là, il va soutenir donc Museveni. Museveni qui veut virer Obote et qui promet de mieux traiter les Tutsis. Donc c'est aussi une histoire d'intérêt si Paul Kagame et Museveni sont alliés finalement. D'ailleurs, le temps va nous montrer après que ces deux-là n'auront plus les mêmes intérêts, surtout à cause du Congo, et vont se séparer peu à peu. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire quelles sont leurs relations, mais ce sont deux gros piliers géostratégiques de la région. Et donc, bon, si les intérêts convergent un jour, il est certain qu'ils vont se remettre à travailler ensemble, parce qu'ils sont très pragmatiques. Et d'ailleurs, histoire pour histoire, c'est Paul Kagame qui va introduire Museveni aux Américains. Parce que à la base, les Américains n'aiment pas trop Museveni. Ils ont même un certain recul vis-à-vis de lui parce que Museveni, à la base, c'est un communiste. Peut-être pas communiste dans le sens de communiste, mais c'est un peu il est un peu idéologue. Il est vraiment dans une doctrine qui est très peu capitaliste en tout cas. Et donc, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont pas très amis avec Museveni. En tout cas, ils ne le soutiennent pas. Ils ne sont pas contre lui ouvertement, mais ils ne le soutiennent pas. Et c'est Paul Kagame qui va faire en sorte que Museveni change un peu sa façon de voir. Parce que Museveni, comme j'ai dit, très pragmatique, il va s'asseoir, il va regarder, il va se dire, bon, aujourd'hui le bloc de l'Est est complètement effondré, c'est pas la Chine qui va m'aider, l'URSS c'est fini. Bon, il va falloir traiter avec ceux qui peuvent, mais la France, ça reste compliqué. Parce que la France soutient Mobutu et Habyarimana qui oppriment des gens, des Tutsis, au Rwanda. Sauf que dans lui, son armée, il y a beaucoup de Tutsis. Et donc, il ne peut pas travailler avec la France. Et donc, il va travailler principalement avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et il ne faut pas se le cacher aussi, il y a la barrière de la langue, hein, parce qu'en Ouganda, ce sont des anglophones. Et donc, après avoir sorti Obote du pouvoir en Ouganda, après avoir rétabli plus ou moins le calme, je parle bien de Museveni, Museveni va soutenir Paul Kagame avec le FPR, les États-Unis, la Grande-Bretagne pour rentrer au Rwanda. Et le FPR naît officiellement en 1990. Donc vous voyez bien que les choses sont en train de se préparer petit à petit pour une véritable guerre fratricide au Rwanda. Lorsque le FPR et ses alliés commencent à rentrer aussi au Rwanda, on a le gouvernement central, le gouvernement en tout cas qui est établi, donc Habyarimana et ses alliés aussi, qui va s'opposer avec l'armée régulière
rwandaises. Le problème, c'est que les populations rwandaises sont prises entre deux feux. Les Tutsis de l'intérieur restés au Rwanda lorsqu'il y a eu les exilés de la Révolution sont considérés comme des traîtres par une certaine branche du FPR. Je précise ça parce que je ne veux pas généraliser le FPR, je ne veux pas généraliser le gouvernement d'Abiyarimana parce que même dans la population, dans le gouvernement, dans le FPR, il y avait des groupes. Dans le FPR, il y avait des gens qui se battaient pour une vision noble, sans doute. Mais dans le FPR, il y avait des extrémistes, il faut le dire. Et ces extrémistes-là vont massacrer autant des Tutsis dits traîtres, mais autant des Hutus aussi, parce qu'en rentrant, ils vont faire la guerre. Et donc voilà, le FPR va aussi commettre un certain lot d'exactions sur des populations, il faut le dire. Parce que tout le FPR n'est pas un bloc comme on veut le faire croire, tout comme le gouvernement d'Abiyarimana n'est pas un bloc aussi comme on veut le faire croire. On a des extrémistes de chaque côté et des gens qui se battent pour leur vision de chaque côté. Donc, pendant que le FPR avance et que les extrémistes du FPR massacrent aussi des populations innocentes, donc des Tutsis de l'intérieur dits traîtres, des Hutus qui s'opposent. Et on a le gouvernement d'Abiyarimana aussi qui va massacrer des Tutsis qu'il va juger de connivence avec le FPR. Sauf que dans ce même lot-là, on a des Hutus qui vont s'opposer au gouvernement et eux aussi vont se faire exécuter. Finalement, ça va dans tous les sens parce que la France et Mobutu soutiennent financièrement et aussi avec des armes le gouvernement d'Abiyarimana. Et derrière, on a l'Ouganda et aussi le bloc anglo-saxon qui financent et qui soutiennent avec des armes le FPR. Donc, on est vraiment dans un contexte où ça ne va plus dans le pays, c'est chaud partout. Et donc, en 93, on veut signer des accords d'entente, on veut s'organiser. Et chose vraiment bizarre, tout comme ça va arriver aussi au Zaïre, au Congo, on se retrouve dans une situation dans laquelle on demande à un gouvernement central. Je ne dis pas que le gouvernement d'Abiyarimana était le meilleur, je dis juste, on va demander à un gouvernement central de dealer avec des rebelles. Et ça va créer beaucoup de problèmes à l'intérieur du gouvernement. Et le FPR a une vision quand même intéressante sur le papier. Parce que le FPR veut rétablir l'ordre, veut ramener aussi la réconciliation entre Hutus et Tutsis et veut une place pour les exilés Tutsis pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Et ça, sur le papier, c'est noble. Sauf que sur le terrain, il y a des assassinats. Pareil, Abiyarimana, il a eu de très beaux discours à un moment. Il disait oui, il veut ramener l'ordre, etc. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Donc, les accords qui vont être, en tout cas, signés à Arusha, vont être des accords qui vont dans le sens d'une vision quand même commune. On veut que les rebelles puissent avoir accès à ce qu'ils veulent, donc des revendications nobles. On veut que les exilés reviennent, mais on veut aussi que le gouvernement garde sa face. Donc, on décide de plusieurs points dans l'accord d'Arusha, je vous invite à aller le lire. Et ces points-là, malheureusement, ne vont pas être très respectés par Abiyarimana, mais surtout par son gouvernement, parce que dans son gouvernement, il y a des gens qui sont extrémistes, je le dis encore et je le répète, il y a des Hutus extrémistes dans le gouvernement d'Abiyarimana qui refusent ça. En 1994, c'est le drame lorsque le président Abiyarimana et son homologue, le président burundais de l'époque, sont assassinés. Leur avion est visé par un missile, l'avion explose, les présidents meurent, alors qu'ils étaient en train de revenir d'un sommet pour la paix en Tanzanie. Le lendemain, directement, le 7 avril 1994, les massacres commencent. Et là, on va massacrer des enfants, des femmes enceintes, on va massacrer tous les Tutsis qui passent à côté. On a des Hutus qui vont massacrer leurs belles familles. On a des Hutus qui vont massacrer, par exemple, des médecins qui vont massacrer des patients. On a vraiment ciblé des Tutsis parce qu'ils étaient Tutsis, parce que c'était eux qui amenaient la misère dans le pays, parce que c'était... En tout cas, c'était le génocide qui avait commencé. Le lendemain même du crash de l'avion, le génocide avait commencé. Et les extrémistes Hutus vont aller à fond. On va vraiment massacrer beaucoup de Tutsis. Il faut rappeler aussi, parce que là, je sais, c'est un peu difficile à dire, parce qu'on parle aujourd'hui du génocide Tutsi au Rwanda. Mais il faut rappeler aussi que beaucoup de Hutus se font massacrer, soit parce qu'ils se sont interposés, soit au moment où le FPR décide de reprendre le contrôle de la situation. Parce que lorsque le FPR décide de reprendre le contrôle de la situation, ils vont certes se battre contre des génocidaires, et auquel cas, oui, il n'y a pas de problème, c'est normal, il faut stopper ça. Mais il y a beaucoup de victimes Hutus qui ne sont pas liées au génocide. On a des populations qui vont être assassinées. Des jeunes, par exemple, des enfants. Et c'est triste. Parce qu'on parle certes d'un génocide Tutsi, parce qu'il y a beaucoup de Tutsis, 700 000, 800 000 qui sont morts.
Et aujourd'hui, on espère que ces âmes-là ont trouvé la paix. Mais on a aussi... Et pourquoi est-ce que tout ça, c'est la réelle politique? Parce que les pistes sont nombreuses, mais il n'y a rien. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a abattu l'avion du président. Parce que cet élément-là est l'élément déclencheur du génocide. Ce qui signifie qu'en termes de justice, la personne qui a lancé ce missile, en tout cas le groupe qui a fait abattre Habyarimana, est le principal déclencheur du génocide. Donc c'est lui le principal coupable du génocide rwandais. Et curieusement, on arrive à trouver personne. Mais il y a plusieurs pistes. Il y a une première piste qui dit que c'est le FPR. Le FPR qui voyait que les revendications, l'accord d'Arusha, rien n'avait été OK. Et donc, qui a fait abattre Habyarimana. Sauf que ça a tourné au vinaigre au dernier moment. Bon, pourquoi pas. Il y a aussi le fait qu'on dise que ce sont des proches de Habyarimana qui l'ont fait abattre parce qu'ils étaient extrémistes et qu'ils voulaient s'occuper des Tutsis, mais que Habyarimana était trop dans la négociation, surtout à cause justement de Arusha. Ils se sont dit, on veut plus de lui, ils l'ont abattu et on peut faire ce qu'ils avaient à faire. Ce sont les hypothèses qui sont les plus véhiculées. Moi, ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est qu'il n'y a pas que ces deux camps-là. Il n'y a pas que le camp Habyarimana et le camp du FPR. Il y a aussi les intérêts occidentaux. Et là, on va vraiment dans l'hypothèse. Et c'est mon hypothèse, vous avez le droit d'en débattre dans les commentaires. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on sait, avec les événements qui sont arrivés dans ce monde, qu'il y a des puissances occidentales qui créent des événements pour pousser l'action. Je ne donnerai pas forcément de nom, mais au moment où la guerre en Ukraine a commencé, l'Allemagne n'était pas très coopérative avec l'Ukraine. Il y a eu un événement sur un certain gazoduc qui a fait que l'Allemagne a revu sa position. Je vous invite à aller voir sur Internet de quoi je parle. Tout ça pour dire qu'il y a des gens, lorsque leurs intérêts sont menacés, créent des événements pour actionner des choses. Et je pense, c'est une hypothèse qui peut être bonne, qui peut être mauvaise, mais je pense qu'il y a des chances que ni le FPR, ni le gouvernement de Habyarimana ait fait tuer Habyarimana. Il est possible qu'il s'agisse d'une des puissances extérieures. Je dis ça comme ça. Il est possible que ce soit le FPR, il est possible que ce soit les extrémistes de Habyarimana. Que chacun réfléchisse. De toute façon, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. La seule chose que l'on sait aujourd'hui, c'est que des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre certaines personnes et que les États-Unis ont bloqué ces mandats d'arrêt. Ils ont dit non, ces gens ne doivent pas être arrêtés. C'est tout ce que moi je peux dire ici pour ce cas-là. Chose curieuse aussi qui me fait avoir cette hypothèse finalement, c'est que l'ONU était sur place au Rwanda. Lorsque le génocide a commencé, le Conseil de sécurité qui est finalement le seul organe de l'ONU qui peut faire annuler des missions, a demandé aux soldats de l'ONU de quitter le Rwanda. Ils n'ont laissé que quelques soldats qui ne peuvent absolument rien faire dans cette situation-là et qui n'ont rien fait d'ailleurs. Mais la majorité des soldats de l'ONU ont quitté le Rwanda au moment même où le génocide a commencé. Si tu t'appelles l'ONU et que tu es censé garantir la paix des peuples, tu ne pars pas quand le génocide commence. À la rigueur, tu réaménages, mais tu ne pars pas quand le génocide commence. Et bizarrement, c'est quand le FPR a repris le pouvoir que l'ONU est revenue. Sous ordre de qui? En plus, dans ce même Conseil de sécurité-là, c'est la dérive totale parce qu'on a la France qui est l'allié de Mobutu et de Habyarimana. Bon, de feu Habyarimana, et on a les États-Unis, la Grande-Bretagne qui sont les soutiens du FPR. Donc on est vraiment dans un problème dans lequel l'ONU va être instrumentalisée, mais à un point incroyable. La France, ici, va essayer d'intervenir militairement. Ils vont essayer d'envoyer des soldats, sauf que le Conseil de sécurité va bloquer. Par Conseil de sécurité, j'entends les États-Unis vont bloquer cette opération. Donc la France est obligée de faire passer ça pour une action humanitaire. Mais de vous à moi, le nombre de personnes qui vont pour l'opération turquoise humanitaire au Rwanda sont plus armées encore que certaines missions armées dans certains pays. Et pendant que le président Mitterrand envoie ses troupes pour l'opération turquoise humanitaire, il faut saluer aussi le fait que l'opération turquoise aura quand même servi à sauver beaucoup de gens. Il faut le dire, ça c'est réel. Quand ils font mal, on dit. Quand ils font bien aussi, il faut dire que ça a aidé. Par contre,
Et il faut dire que les intérêts étaient plus cachés qu'autre chose. C'était pas tant humanitaire que ça. Pendant que eux, ils lancent ça, on a le président Clinton, dont on va parler quand on va parler d'Haïti, parce que vous allez voir, il est terrible ce monsieur, qui va lancer l'opération Support Hope. Support Hope, qui n'est pas tant une opération humanitaire et qui est indexée pour d'autres. Donc, vous comprenez là où on veut aller. On a les États-Unis qui vont vraiment s'impliquer, on a la France qui va vraiment s'impliquer, et la Grande-Bretagne aussi, avec plein d'autres pays qui gravitent autour. Et comme je vous le disais, l'ONU va vraiment être instrumentalisée à tous les niveaux. Donc, tantôt on dit non, tantôt on dit oui. Lorsqu'on lance une enquête, on dit non. Lorsqu'on lance pas une enquête, on dit oui. Bref, l'ONU va être instrumentalisée de fond en comble. La France va faire ce qu'ils veulent. Les États-Unis vont faire ce qu'ils veulent. Finalement, le FPR reprend le pouvoir. Lorsque le FPR reprend le pouvoir, il faut le dire, les Hutus ont peur. Parce que c'est un groupe rebelle, Tutsi, qui reprend le pouvoir. Comme je l'ai dit encore une fois, dans le FPR, il y a forcément des branches qui ne sont pas totalement contrôlées par Paul Kagame. C'est pas forcément lui, c'est peut-être lui, on ne sait pas. Mais en gros, dans le FPR, il y a des gens qui ont assassiné des Hutus, qui n'avaient rien fait. Donc les Hutus ont peur. Donc aussi bien Hutus de l'armée régulière, aussi bien les génocidaires, aussi bien certains Tutsis de l'intérieur considérés comme des traîtres, aussi, beaucoup de gens vont encore s'exiler lorsque le FPR prend le pouvoir. Et la chose vraiment particulière, c'est que ces exilés-là, je ne sais pas à quel moment est-ce que ça a été réfléchi par les cadres de l'ONU. C'était un peu stupide de laisser passer des exilés avec des armes lourdes. On parle de chars, on parle de kalash, on parle de lance-roquettes, des armes lourdes. On a des rescapés du génocide qui rentrent au Zaïre. Et on a des génocidaires surarmés qui rentrent au Zaïre. Et on a l'armée régulière rwandaise qui a fui parce qu'ils ont peur des représailles, surarmés aussi, qui rentrent au Zaïre. Donc, dans le Zaïre, et surtout au Kivu, drôle de coïncidence, on se retrouve avec plein de groupes armés. Parce que quand les Tutsis qui ont été rescapés arrivent là-bas, mais croyez-moi bien qu'ils ont été armés aussi parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans la même situation encore de génocide. Parce que là, il y a les génocidaires aussi qui rentrent, surarmés encore une fois. Et on a l'armée régulière encore qui rentre, surarmée. Donc, on se retrouve dans la région la plus riche, dans une des régions les plus riches du Congo, avec des groupes surarmés. Tout ça pour dire que l'ONU a joué un rôle. Les États-Unis ont joué un rôle, la France a joué un rôle, et la Grande-Bretagne a joué un rôle. L'Ouganda a joué un rôle. Et aujourd'hui, tous ces rôles-là mis ensemble, en plus du FPR, sont maintenant en train de faire du mal au Congo. Et ça ne va pas s'arrêter là. Donc, loin de moi de dire vraiment de faire des leçons à Paul Kagame, à Museveni, la politique c'est compliqué, moi je suis là, je fais mes vidéos, je fais mes recherches et tout. Donc, loin de moi, en tout cas, la critique facile. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, tous ces événements-là ont conduit au fait que le Congo est pillé. Encore, s'il ne s'agissait que de piller les ressources, pas encore, parce que ça, on est habitué sur le continent, on en a vu partout. Le problème, c'est que les Congolais sont massacrés. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, les Congolais sont massacrés. Et pendant qu'il y a un monsieur Onana qui dit que les Congolais sont massacrés, faites attention, on dit qu'il négationne le génocide rwandais. Tout le monde est conscient qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Ça, c'est un fait. Il n'y a personne qui va me faire croire qu'il n'y a pas eu un génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il y en a eu un. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas penser au fait qu'il y a un autre massacre qui arrive aujourd'hui au Congo du fait de ces incidents-là? Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre par cette drôle de transition, c'est qu'aujourd'hui, on a des Congolais qui commencent à en vouloir au Rwanda, aux Rwandais en général. Et ça, c'est très, très mauvais. Parce qu'on ne veut absolument pas que les peuples africains se divisent encore. C'est ça qui nous a tués pendant longtemps. Et ça va continuer de nous tuer si on n'arrête pas ça. Il faut comprendre que les intérêts économiques, c'est une chose. Mais il va falloir se mettre ensemble pour d'abord apprendre à s'aimer, travailler ensemble. Et puis les intérêts économiques, on va pouvoir gérer. Donc c'est pour ça que cette histoire-là, je ne voulais pas trop m'appuyer sur le contexte historique parce que le contexte géopolitique était plus important, géostratégiquement parlant. C'était important d'expliquer qu'au moment où le FPR prend le pouvoir, on a Museveni et Kagame qui sont arrivés là où ils sont arrivés grâce au soutien du bloc anglo-saxon, il faut le dire. Et ce bloc anglo-saxon-là, lui, ça paye finalement
c'est de faire tomber Mobutu. Et donc, c'est comme ça que le FPR, bon, plus le FPR, mais en tout cas, le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais vont soutenir Kabila pour faire tomber Mobutu, parce que c'était ça l'objectif, faire tomber Mobutu. Donc lorsque Mobutu tombe et qu'on met Kabila, qui est censé être un homme qui va être complaisant vis-à-vis de ceux qui l'ont fait mettre, qui l'ont mis au pouvoir, finalement Kabila retourne sa veste, parce qu'il subit des pressions des populations congolaises. Et ça aussi, c'est bon de le rappeler, c'est la population congolaise qui va mettre assez de pression pour que Kabila reprenne ses esprits. Donc quand Kabila retourne sa veste, il se crée des ennemis et pas des moindres. Et donc, on est dans la situation du Congo actuel pour toutes ces raisons-là. Donc, pour revenir encore une fois au génocide sur le génocide rwandais, vraiment, le plus important ici, c'est que les Africains aillent vers la paix d'abord entre eux. Il faut qu'on apprenne à s'aimer, à travailler ensemble. C'est le plus important. Ça, c'est la base. Ensuite, le génocide rwandais, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a des gens qui sont frustrés encore au Rwanda. Je sais que le président Kagame a fait beaucoup de choses pour essayer d'équilibrer, mais il y a encore des frustrations au Rwanda. Et ces frustrations-là, elles sont à la fois dans la diaspora, mais aussi à l'intérieur du pays. Et donc, moi, j'invite juste tout le monde, pas les autorités ou quoi. Non, moi, je parle de tout le monde. Les Rwandais, les Ougandais, les Congolais, en tout cas, tous les habitants de cette région-là, à avoir de l'empathie. C'est l'empathie qui va nous sauver. On doit avoir de l'empathie et comprendre les stratégies de ceux qui ne veulent pas que du bien. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à ici, c'est que vraiment, vous êtes les meilleurs. Il n'y a rien à rajouter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné, ça m'a manqué. Et donc ça me fait plaisir de revenir ici pour cette vidéo. Après cette vidéo, on clôture la région des Grands Lacs pour le moment. On va revenir, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, la région des Grands Lacs, on va la clôturer ici. La prochaine vidéo, je vais voir, soit on va faire le Tchad, soit on va faire la Libye. Parce que ça va être très important aussi pour pouvoir parler de tout ce qui se passe au Sahel actuellement. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très très vite. Prenez soin de vous.